d'un million d'années. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo spéciale paléontologie, ça faisait longtemps, et on va repartir doucement avec un sujet que vous connaissez tous au moins de loin, le mammouth laineux. Et encore plus précisément que les mammouths laineux, on va parler de leur disparition. Pourquoi? Eh ben en voyant le sujet de spécialité SVT que j'avais à faire pour les dernières vacances, je me suis dit que tant qu'à faire, ça ferait un bon sujet pour une vidéo. Alors oui, pour ceux qui s'intéressent à la paléontologie, c'est un sujet qui fait extrêmement putaclic, j'en suis conscient et j'avais même des doutes de faire cette vidéo, mais je vais essayer de pas trop partir en couille en dressant un portrait crédible, avec des gros guillemets, de l'extinction de ces géants. La vidéo se divisera en 4 parties avec une restitution de l'histoire évolutive qui a mené au mammouth laineux en premier temps, après on ira voir ce qu'est un mammouth laineux, puis la disparition de l'espèce et enfin je me permettrai une petite aparté sur le débat de la résurrection des mammouths. Du coup c'est parti, petit point phylogénie pour restituer nos mammouths laineux. J'aime la phylogénie. L'histoire commence bien avant les mammouths puisqu'on remonte jusqu'au Trias, histoire de situer le délire, avec l'apparition des mammifères qui se fait vers les moins 220 millions d'années à peu près. Ils vont dès lors très fortement se diversifier en une myriade de groupes dont il ne reste aujourd'hui que quelques représentants, les monotrèmes et les terriens, qui vont se subdiviser en marsupiaux et en placentaires, ces derniers se caractérisant évidemment par leur placenta et étant apparus vers le milieu du Crétacé à peu près. Pendant le Crétacé supérieur, les grands groupes se différencient dont les afrothères. Comme le laisse sous-entendre le nom, l'ancêtre commun du groupe est supposé d'origine africaine et j'insiste sur le supposé, puisque jusqu'à l'arrivée de preuves fossilisées, tout le groupe repose actuellement sur des données moléculaires, ce qui fait que le groupe n'a pas été accepté directement par tout le monde, même si le consensus scientifique à ce sujet tend à disparaître progressivement et les afrothères sont de plus en plus acceptés comme un groupe valide. De ce point de départ va sortir l'ordre des proboscidiens, dont les plus anciens représentants actuellement connus sont Erytherium et Phosphaterium. Et le pire, c'est qu'il assume cette blague. Le groupe va alors se développer doucement jusqu'au début du Miocène, où sa diversité va complètement exploser jusqu'à atteindre son apogée au cours du Néogène. La principale caractéristique du groupe est la fusion de la lèvre supérieure avec le nez, ce qui donne la fameuse trompe qui s'allonge au fur et à mesure de leur évolution. On peut noter également un allongement des incisifs qui deviendront les défenses, et le passage d'une allure générale d'un porc à celle d'un éléphant au fur et à mesure que les membres du groupe gagnent en taille et passent d'un milieu marécageux à un milieu forestier herbacé. Il y a 7 millions d'années, en même temps que la lignée humaine se précise, émerge la famille des Elephantidae, qui regroupe évidemment des espèces éteintes, mais aussi nos éléphants actuels, et enfin on y arrive, les mammouths de nom de genre Mammuthus. D'ailleurs point info, mais malgré la grande ressemblance de leur nom de genre et de leur physique, mammouths et mastodontes ne sont absolument pas la même chose. De manière générale, les mammouths sont un peu plus hauts sur pattes, ont une trompe plus longue, et de toute façon, ils se sont différenciés de la lignée qui allait mener aux mastodontes une trentaine de millions d'années avant qu'on décrive officiellement des fossiles de l'un ou de l'autre. Les mammouths apparaissent il y a environ 5 millions d'années au début du Pliocène, avec Mammuthus subplanifrons et Mammuthus africanus en Afrique. Ah oui, 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 oui. Les espèces qui vont suivre vont sortir d'Afrique environ 2 millions d'années plus tard, et ce n'est que bien plus tard que la fourrure va devenir un élément central de l'anatomie des mammouths, puisque seul le mammouth laineux possédera une véritable toison de poils vu son environnement, là où les espèces précédentes évitaient de trop monter au-delà du 50e parallèle. Ouais, c'est le fait que le mammouth laineux est un des rares mammifères fossiles dont on ait de la fourrure conservée. Ah ta gueule, mon explication elle est mieux. On en arrive donc enfin à nos mammouths laineux, les Mammuthus primigenius, une espèce qui, contrairement à ce que j'ai longtemps pensé, n'était pas plus grande qu'un éléphant d'Afrique. Il était même en moyenne légèrement plus petit, avec pour les mâles une taille moyenne oscillant entre 2,7 et 3,4 mètres, ce qui est pas mal, et 2,6 à 2,9 mètres pour les femelles. Et le nombre d'individus en bon état de conservation a permis d'estimer la masse des mâles à environ 6 tonnes contre 4,5 côté femelle. Ce dimorphisme sexuel se voit aussi, comme pour chez les éléphants modernes, par la morphologie des défenses, bien plus longue chez les mâles que chez les femelles, qui pour ces messieurs pouvaient à un certain âge arriver à se croiser carrément. C'est de très loin une des espèces préhistoriques les plus connues du grand public, puisque décrite il y a plus de 2 siècles et dont les défenses, dépassant du sol, étaient connues par les Sibériens depuis des siècles, si ce n'est carrément des millénaires. Sa ressemblance avec les éléphants va être d'ailleurs très étudiée par Cuvier, qui, sans toutes les techniques modernes d'analyse moléculaire et tout le bordel, établira la filiation de l'espèce avec les 2 seuls représentants encore vivants des proboscidiens, qui le définira bien comme un genre de 1.
et de 2 plus proche des éléphants d'Asie que des éléphants d'Afrique, en se basant sur des détails tels que la forme des dents ou du crâne. Et cette classification est toujours en valeur aujourd'hui. Les mammouths laineux dérivent des mammouths des steppes et apparaissent vers les environ 400 000 ans avant le petit Nésu, ce qui fait qu'ils ont vécu plusieurs époques glaciaires et interglaciaires. Parce que oui, dans l'imaginaire collectif, on s'imagine beaucoup trop vite la préhistoire comme un monde ressemblant au premier âge de glace, avec des glaciers de partout, sauf qu'en réalité, la Terre alternait entre des périodes assez brusques de réchauffement et de longues périodes de refroidissement, qui correspondent plus fortement à l'image traditionnelle des âges glaciaires. Et autant dire que de 1, les mammouths laineux préféraient largement les périodes froides, et que de 2, c'est tout simplement parce que c'était des tanks thermiques de l'antifroid. Si je schématise, comme chez un éléphant, on a une peau de base assez épaisse, 2 à 3 cm, 3 pour le schéma, sauf pour certaines parties du corps, comme les oreilles. Le cou des oreilles et la peau très fine, c'est quelque chose qui se retrouve aussi chez les éléphants modernes, et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles les éléphants africains ont des oreilles gigantesques. C'est pas pour voler comme Dumbo, mais c'est juste qu'ils ont beau avoir de base une audition qu'on va se dire d'un niveau pas dégueu, c'est surtout que c'est bien pratique pour dégager la chaleur d'un corps qui est dans l'incapacité totale de pouvoir transpirer. Sauf que pour le mammouth, c'est tout l'inverse qu'il lui faut vu les conditions de température de son milieu. Résultat, la première ligne de défense, c'est une double fourrure, avec à l'extérieur de longs poils pouvant friser le maître, puis une couche de sous-poils laineux, d'où le nom commun de l'animal. Sauf que tout ça c'est bien mignon, mais pour le moment c'est comme si t'allais isoler ta maison avec 3 cm de paille d'épaisseur et que tu scotchais tout ça à l'extérieur. Ça peut aider, mais disons que c'est pas le best. La vraie défense du mammouth laineux, je te hais pour cette blague, face au froid, c'est une méga couche de graisse, un hypoderme de 9 cm d'épaisseur, qui était limite l'équivalent d'une isolation à l'aérogel sur 2 cm d'épaisseur. Ces réserves vont aussi impacter l'ossature de l'animal, puisqu'un peu comme sur le squelette d'un bison, les apophyses épineuses des vertèbres au niveau des épaules sont relativement un peu plus développées que chez un éléphant par exemple, et devaient donc de ce fait porter une bosse de graisse. Ces adaptations au climat extrême lui ont conféré une large aire de répartition comme vous allez le voir, puisque si on met en commun tous les sites de découverte pour dresser une estimation de la répartition totale, c'est juste énorme. Enfin, quand je dis énorme, c'est surtout vu la taille de l'animal et la situation actuelle de ses quelques cousins éléphants, qui sont sur la liste des espèces menacées dont les populations se réduisent comme peau de chagrin. Et pour la taille, c'est que merde, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo? C'est quand même une assez bonne preuve de réussite vu les besoins d'un animal de cette taille, étant donné qu'en moyenne, plus un animal est gros et moins il est fréquent sur une surface donnée. Résultat, ça le fait qu'on le retrouve du 40e au 70e parallèle sur toute la longueur de l'Eurasie et dans une partie du Canada. C'est pas mal! Et vous noterez effectivement que je parle de l'Amérique du Nord, puisque pour ceux qui ne le savaient pas, la flotte n'est pas infinie sur Terre. On sait que t'aimes nous prendre pour des cons, mais exagère pas non plus. Ah, ça m'avait manqué. Donc bref, en fonction des paramètres climatiques et si on enlève la flotte dans les terres, il y a échange entre les océans et les calottes polaires. Donc en cas de période glaciaire où la flotte s'accumule au pôle, le niveau des mers baisse et résultat, des endroits comme le détroit de Bering se retrouvent à sec, ce qui a permis le passage d'une partie de la faune sibérienne en Amérique, donc bien sûr les mammouths et bien évidemment, on va pas s'oublier d'Homo sapiens. Mais on va revenir à son cas, ne vous inquiétez pas. À côté de ça, le mammouth laineux respecte ce que j'appelle la règle alimentaire des très grosses bébêtes, qui veut que les gros animaux se nourrissent forcément de tout petits trucs, et en l'occurrence, le mammouth laineux était dans un environnement idéal en pleine steppe herbeuse, les graminées étant leur principale source de nourriture. Donc au final, quand tu constates toutes les adaptations que le mammouth laineux avait pour contrer le climat froid tout en y vivant en permanence, c'était un animal parfaitement adapté à son environnement. Sauf qu'il y a environ 10 000, 15 000 ans, tout change. En effet, le Pléistocène a vu se constituer ce qu'on appelle des mégafaunes. Le terme désigne traditionnellement les mammifères les plus massifs, et au Pléistocène, on en comptait pas moins de 5 très grosses à l'échelle locale, en plus de la mégafaune à l'échelle planétaire, dont les champions permanents sont les baleines, et des mégafaunes actuelles, mais vraiment très locales, et qui pour la plupart étaient déjà là, et qui de ce fait ne sont pas prises en compte ici. Mais pensez bien que pour nous autres Français, les cerfs, les sangliers ou les loups, ça fait partie de la mégafaune européenne, ça fait partie de la mégafaune française, tout comme d'autres espèces spécifiques à d'autres environnements permettent la construction d'autres mégafaunes locales. Par exemple, au Kenya, la mégafaune, ça peut très bien être des éléphants. En Australie, ça peut très bien être un kangourou, etc., etc. On dénombrait donc la mégafaune africaine, en place depuis déjà plusieurs millions d'années, que nos ancêtres côtoyaient déjà, la mégafaune australienne, qui était l'âge d'or des marsupiaux géants et des varans comme le Megalania prisca, la mégafaune
sud-américaine, qui était un mix de ce que l'Amérique du Sud avait donné pendant sa longue période d'isolement, et les espèces en provenance du Nord suite à la création de l'isthme de Panama. Cet échange a provoqué l'extinction d'une bonne partie des produits sud-américains, dont les fameux oiseaux terreurs, désavantagés face aux prédateurs félins du type tigre à dents de sabre. On a les mégafaunes du nord du globe, qui se ressemblaient sensiblement sans pour autant être les mêmes, avec la mégafaune américaine dont on a un très bon exemple avec le Rancho La Brea. Je vous encourage à découvrir ce site d'exception, et pour ceux que ça intéresse, j'avais fait un site fossilifère au hasard dessus. Elle se distinguait tout de même de sa voisine européenne par la possession de paresseux géantes et de mastodontes, espèces spécifiques à l'Amérique du Nord. Enfin la dernière, c'est celle qui est la plus représentée dans l'imaginaire collectif, c'est la mégafaune européenne, avec les mammouths laineux, les rhinocéros laineux, les mégalocéros et tout ce joyeux bordel. Sauf que vers moins 15 000 ans, et bah tout ça commence à se manger sérieusement la gueule au point que sur les 5 évoqués, bah la seule à être encore en vie actuellement, c'est la mégafaune africaine. Et encore, ça risque de plus être le cas d'ici quelques siècles. Étant donné que ces géants faisaient partie de 2 mégafaunes à la fois, on va donc pouvoir se pencher sur les raisons de leur disparition. Et c'est là que je vais du coup pouvoir utiliser les documents de mon sujet bac pour appuyer mes dires. D'ailleurs, je vous dirai combien j'ai eu dans la description, juste pour voir si j'ai dit de la merde ou pas, juste pour la déconne. La principale cause pour expliquer la disparition des mammouths laineux, c'est l'évolution du climat. La cause que, désolé pour la subjectivité, je considère comme principale, et qui a été avancée à peu près dès qu'on a commencé à se pencher sur leur disparition. Alors à la base, les raisons avancées, c'était assez simple. Grosse bestiole pleine de poils, pouvoir vivre dans très froid, sauf que chaud d'un coup, donc pas survécu. Oui, bon, ok, j'ai hyper caricaturé, et que pour une bonne partie d'entre vous, ça doit être ça la version que vous avez, mais on a fait, disons, quelques progrès depuis. Alors oui, la température a bien augmenté, mais ce serait simpliste de réduire la disparition des mammouths laineux juste à ça. Aujourd'hui, la température grimpe bien, et pour autant, certaines espèces sensibles à la chaleur ne sont pas mortes pour autant. Donc déjà, si vous croyez que j'allais aborder pourquoi ça s'est réchauffé, bah c'est putain de casse-gueule. Alors je dénigre absolument pas le travail des climatologues. Bien au contraire, parce que le climat, si vous pensiez que ça se limitait à du CO2 qui gardait la chaleur, vous voyez plus ça comme une horloge tellement complexe que des fois c'est juste impossible d'en choper directement les tenants et les aboutissements sans passer un peu de temps à décrypter le bordel. Et dans le cas du réchauffement qui a signé la fin du Pléistocène, on a des preuves puisque si l'on compare des données mesurées et des modélisations mathématiques, eh ben une bonne partie des trucs concordent. Je vais pas faire 3000 ans dessus, mais le climat terrestre varie, entre autres, avec des paramètres complètement indépendants de tout ce qui peut se passer à la surface terrestre, les modifications des paramètres astronomiques de la Terre, à noter la variation de l'inclinaison terrestre, la précession de l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire la rotation de cet axe tous les environ 20 000 ans, et enfin l'excentricité de l'orbite, mais pour la vidéo, celui-là, on s'en branle. La variation de ces paramètres influe sur l'insolation de la Terre, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire reçue au mètre carré, de telle sorte que si on considère qu'en moyenne le Soleil est une source constante d'énergie en enlevant le cycle d'une dizaine d'années qu'il fait toujours, et bah des rayons arrivant à la perpendiculaire de la surface terrestre chaufferont plus l'endroit qu'une région où les rayons arriveront à l'oblique et où l'énergie envoyée, la même que sur l'autre zone, sera répartie sur une surface plus grande, ce qui veut dire moins d'énergie au mètre carré et donc un climat, on va dire, plus froid et donc une température plus basse que dans la zone 1. C'est expliqué de manière extrêmement bâtarde, mais c'est à peu près ça. Du coup, si je prends mon doc de SPSVT qui se focalise sur l'évolution de cette insolation à 60 degrés nord, latitude plutôt bien fréquentée par les mammouths, les nœuds donc, et bah c'est plus ou moins stable de moins 45 000 à moins 20 000 ans, même si ça baisse tout au long de la période. C'est relativement bas, donc on peut en déduire qu'il faisait pas forcément 40 à chaque été, mais à partir de moins 20 000 ans, ça grimpe jusqu'à atteindre il y a 10 000 ans, ça alors un maximum correspondant à environ 4 fois le niveau actuel. Alors le truc, c'est que ça, c'est une simulation. L'énergie solaire, ça ne se fossilise ça se fossilise pas, mais on trouve des traces d'un changement similaire dans les rapports isotopiques des forages glaciaires et océaniques. On n'a pas tous fait chinois LV1, tu sais. C'est simple à comprendre. Dans la nature, un atome existe sous différentes versions qu'on appelle des isotopes, dont certains sont stables et plus ou moins lourds que la version la plus fréquente, l'isotope le plus fréquent qui sert de référence pour le dit atome. Il existe cette différence donc pour l'atome d'oxygène, où les deux isotopes concernés sont l'O16 et l'O18, et la variation des taux d'O18, beaucoup plus rare que l'O16, qui sert à avoir une idée des variations de la température moyenne. C'est à ce moment que faire des forages dans les glaces prend tout son sens, puisque l'oxygène fait partie de la molécule d'eau, donc on peut mesurer les proportions de ces isotopes par l'intermédiaire des molécules d'eau. Donc plus il fait chaud,
plus les calottes polaires fondent et plus les précipitations atteignent les pôles en conservant des proportions d'oxygène à peu près intactes que celles qu'elles avaient à l'origine, ce qui fait que les taux d'eau 18 augmentent, là où en période glaciaire, c'est l'inverse. Et donc l'eau 18 polaire est noyée dans l'eau 16 océanique qui vient agrandir les glaces polaires. Donc retour au doc, si on prend ces deux situations et qu'on le reporte sur le graphique de relation de cette variation et de la température déduite, le réchauffement, faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Ça veut pas dire qu'on a gagné 15 degrés, non merci heureusement, mais pour le coup le changement est assez visible et radical. Donc maintenant retour au mammouth, parce que si une hausse des températures a pu gêner ces géants, qui je le rappelle était fait pour retenir l'énergie et non la dissiper, l'augmentation des températures a eu un impact sur la flore. Parce que j'espère ne rien vous apprendre en vous disant que les mammouths étaient des végétariens, donc un changement de végétation pouvait avoir un impact direct sur les mammouths laineux. Et disons que si Mère Nature aime le sadisme, elle s'est particulièrement amusée avec nos boules de poils géantes. Comme je l'ai dit il y a déjà fort longtemps dans cette vidéo, les mammouths vivaient en steppe herbeuse, et de ce fait devaient ressembler sur le plan des habitudes alimentaires à nos éléphants qui mangent en permanence parce que leur système digestif est assez peu performant. Sauf que le réchauffement a induit de 1 d'après Médoc à l'expansion des tourbières en Alaska, donc dans le nord, mais à mesure que le climat est devenu moins aride, les graminées ont commencé à être remplacées par des arbres. Sauf que les mammouths, ça bouffe pas des pins de tourbe et des aiguilles de conifères ou des feuilles, c'est une nourriture insuffisante pour un animal de 3 mètres au garrot au système digestif à mi-temps à la NPE. A compter qu'à côté de ça, les variations du delta O18 signalent peut-être une fonte des glaces. Donc c'est pas le choc qui aurait buté les mammouths dans un premier temps, ils avaient déjà survécu à pire, mais c'est les conditions particulièrement soudaines qui, en détruisant leur habitat, les ont poussés à l'extinction. Et vu qu'un écosystème c'est quand même assez fragile, il n'y a qu'à regarder certains endroits de la planète après intrusion d'espèces invasives, on s'est retrouvé avec une réaction en chaîne du si un chaînon manque, les autres en pâtissent, le chaînon de base en pâtit lui aussi, etc. Sauf que là, Billy, tu commences à gueuler parce que j'ai toujours pas parlé d'un facteur qui a grimpé dans les dernières décennies, au point qu'une part grandissante de la population y voit l'unique cause de la disparition des mammouths laineux. L'expansion d'Homo sapiens. Alors là, je suis désolé, mais je vais pas dire qu'ils ont raison ou tort, je vais nuancer le propos. Oui, je considère Homo sapiens comme la pire connerie que Mère Nature ait jamais faite et je pense qu'il a eu un impact non négligeable sur les populations de mammouths laineux. Mais après, faut arrêter les conneries. Il y a 10 000 ans, on était très loin d'avoir notre potentiel de destruction actuel. Pour le moment, notre connerie, elle était surtout dans la tête bien au chaud. Les Cro-Magnons se trimballaient pas avec des ogives nucléaires pour chasser le mammouth. D'autant plus, là aussi, il faut nuancer, puisque nos connaissances sur les hommes préhistoriques ont avancé et les mammouths étaient loin d'être une proie de tous les jours. C'est un animal dont à peu près toutes les composantes étaient utiles, et surtout un peu trop gros face à des mecs de 1m70 seulement armés de bouts de bois. Donc si chasse il y avait, en général, c'était des animaux plus petits. Par exemple, des animaux qui existent toujours, alors qu'ils étaient plus chassés que les mammouths. Donc incriminer seulement Homo sapiens pour la disparition des mammouths laineux, c'est niette. Donc maintenant on va essayer, je dis bien essayer, de retracer le scénario jusqu'à la fin du Pléistocène. On commence il y a 45 000 ans avant l'an 0, on est en pleine période glaciaire. Les calottes polaires s'étendent au-delà du 60e parallèle, des actuelles mers peu profondes sont à ciel ouvert dû à la baisse générale du niveau des mers dont l'eau est concentrée vers les pôles, et la température globale est inférieure d'environ 1 degré au niveau actuel. La rétention d'importantes quantités d'eau entraîne un assèchement global des environnements où les forêts sont en recul et sont remplacées en particulier en Amérique du Nord et en Eurasie par de vastes steppes herbeuses. En Afrique, elles sont remplacées par exemple par des déserts carrément. Ces vastes espaces permettent l'épanouissement d'une mégafaune particulièrement imposante dont les mammouths laineux sont les représentants sur tout l'hémisphère nord de par leur grande capacité d'adaptation. Cependant, il y a environ 40 000 ans, Homo sapiens rentre en Europe et arrive dans les environs de la Russie moderne. Alors pour le coup, les mammouths laineux avaient fini par s'habituer aux néandertaliens, mais la chasse occasionnelle pratiquée par Homo sapiens a dû commencer à un peu fragiliser une espèce dont le renouvellement était relativement lent si on s'en réfère à leurs cousins éléphants dont les grossesses durent plus d'1 an et demi. Au fur et à mesure, l'expansion humaine se fait sur les territoires des mammouths laineux, ce qui impose une pression sur ces proboscidiens qui remontent doucement vers le nord pour éviter les humains. Les conditions climatiques sont néanmoins optimales pour les mammouths qui ont des steppes herbeuses et des températures relativement fraîches sur toute la Sibérie et l'Europe. À cette époque, on est dans la situation décrite par la BBC dans le 6e épisode de Sur la Terre des monstres disparus, dont le point culminant va être atteint il y a environ 20 000 ans. Sauf qu'à partir de là, ça part en couille. Pourquoi ça part en couille? Tout simplement parce qu'à partir de cette période, l'hémisphère nord de la Terre rentre dans une configuration qui, au lieu d'envoyer le minimum d'énergie solaire à sa surface, va en envoyer le maximum, ce qui va entamer un réchauffement massif. Cette hausse des températures a des effets qui vont impacter la flore. Les glaces commencent à fondre doucement, ce qui provoque un retour progressif de l'eau à l'échelle mondiale.
De là, deux conséquences défavorables aux mammouths. Déjà, le retour des forêts en dessous du 60e parallèle, donc l'Europe se reboise temporairement, et au-dessus du 60e parallèle, en prenant l'exemple de l'Alaska, c'est le retour des tourbières. Le résultat de tout ça, c'est que cette espèce qui avait déjà été obligée de délocaliser au fur et à mesure que l'homme montait vers le nord, se retrouve privée de son environnement, et par conséquent d'accès à ses sources de nourriture. Donc déjà assez affaiblis par les événements, les mammouths d'Amérique du Nord vont recevoir un coup à la nuque qui va les achever, et cette fois-ci, le doute est peu possible, la faute reviendrait à Homo sapiens. Parce qu'en effet, les mammouths d'Amérique du Nord n'avaient jamais connu d'espèce humaine. Le genre Homo avait colonisé tout le vieux monde, et jusqu'à preuve du contraire, y était resté confiné. Et Homo sapiens va être le premier à emprunter la voie que les mammouths avaient pris pour passer en Amérique du Nord par le détroit de Bering, alors à sec. Le problème, c'est que les mammouths étaient déjà affaiblis, et contrairement à leurs cousins européens, étaient encore préservés de notre connerie d'humains. Donc la chasse d'Homo sapiens, toujours plus nombreux, a visiblement bien participé à l'extinction ultra rapide des mammouths laineux en Amérique du Nord. Voilà, donc vous l'avez aimé la situation initiale d'il y a 45 000 ans? Et 34 000 ans plus tard, voilà le résultat. Les mammouths se sont éteints d'Amérique du Nord et le peu qu'il en reste est concentré vers les côtes russes du Nord. Leur absence de régulateur des steppes herbeuses a accéléré la dégénération de celles-ci en forêt ou tourbière, réduisant à peau de chagrin leur habitat. Ah oui, et j'oubliais, Homo sapiens commence à devenir une tumeur encore non létale à l'échelle planétaire, mais c'est un autre sujet, et si je continue, je risque de ne plus du tout être objectif. Les mammouths laineux vont donc résister pendant encore 7000 ans sur une petite île au large de la Sibérie, l'île de Wrangel, où la consanguinité va atteindre le niveau Lannister sur 20 puisque la combinaison des gènes entre membres de la même famille va provoquer des troubles comportementaux et physiques qui vont finir par achever l'espèce il y a près de 4000 ans avant le petit Nésu. Voilà, fin de l'histoire? Eh ben non, puisque depuis Jurassic Park en 93, l'idée de faire revenir les espèces disparues à la vie a particulièrement la cote. On a déjà vu que pour les dinosaures, la méthode Jurassic Park allait être plutôt casse-gueule et miracle, le grand public est en train de commencer à l'assimiler, mais les mammouths maintiennent le rêve puisque la méthode Jurassic Park, pour le coup avec eux, ça marche beaucoup mieux. Et pour le coup, c'est pas le matériel génétique qui manque, étant donné que des mammouths laineux congelés ou conservés dans des tourbières, ça fait des siècles qu'on continue d'en retrouver et que déjà en 2008, d'après Science et Avenir, les scientifiques avaient déjà séquencé dans son intégralité l'ADN mitochondrial, l'ADN présent dans les mitochondries qui sont au centre de la respiration des cellules, et dans les 80% de l'ADN nucléaire, l'ADN du noyau des cellules. Donc autant dire qu'on est plutôt bien avec cette espèce. Deux scénarios ont été proposés pour faire revenir des mammouths. Le premier proposé, qui est le plus direct, et également celui qui nécessiterait le plus possible l'alignement des signes astrologiques qu'on voudrait que l'on trouve une cellule encore intacte, que l'on transfère son noyau dans l'ovule d'une éléphante asiatique, qu'on mette le noyau, la cellule œuf fécondée, dans l'utérus d'une éléphante, et poum, ça fait pas des chocs à pic, mais un bébé mammouth. Alors autant dire que le taux de chance pour y arriver est assez exceptionnel rien que pour trouver une cellule intacte et pour espérer que le noyau soit compatible avec le reste de l'ovule. La deuxième, elle, se rapproche beaucoup plus de ce qu'on avait vu avec le Chickenosaurus, puisqu'on partirait d'un animal actuel, en l'occurrence ici l'éléphant d'Asie Elephas maximus, et au fur et à mesure qu'on modifierait son ADN, on tomberait sur un animal très ressemblant à un mammouth laineux. C'est une méthode qui est beaucoup plus rapide que la précédente, certes ce ne sera pas des mammouths, mais les scientifiques sont déjà à l'œuvre puisqu'ils auraient déjà des résultats sur par exemple la résistance au froid, la longueur des poils et d'autres caractéristiques propres aux mammouths. Et désolé de vous dire ça, mais dans les deux cas je trouve ça débile. T'y penses, Ovi, que ce genre de commentaire débile peut détruire? Je trouve pas ça débile dans la méthode, les deux voies sont très ingénieuses, mais c'est l'intérêt de faire ça qui m'échappe. Alors oui, je sais, ce fantasme de voir un mammouth ou un dinosaure, en vrai, n'importe quelle personne fan de paléontologie ou voulant bosser là-dedans, l'a déjà eu en étant gosse ou après le visionnage de Jurassic Park. Mais réfléchissez 2 secondes. Est-ce que ce serait une vraie bonne chose? Vous pensez pas qu'on est déjà assez dans la merde actuellement sur le plan de la biodiversité pour se dispenser de faire revenir des espèces disparues dont les conditions de vie n'existent pour certaines peut-être plus? Sérieusement? Et puis au passage, j'en ai pas parlé, mais certains soutiennent que des maladies auraient pu participer à l'extinction des mammouths laineux. Vous la sentez la bonne idée si on ramène avec les mammouths des maladies hyper virulentes qui étaient en sommeil depuis leur disparition? Et là, vous me dites rien du tout parce que vous regardez la vidéo. Ok, donc vous mettez en commentaire le fait que c'est des points qu'on pourra gérer, les faire revenir, ça pourrait même être bénéfique pour des environnements qui ont un peu perdu depuis leur disparition. Et vous vous souvenez quand j'étais parti en mode hyper hippie à la fin de l'à peu près science sur la planète des singes au sujet des droits des anthropoïdes? Eh ben on rempile. Parce que là, on est dans un thème que j'adore et sur lequel on commence à se heurter de plus en plus ces dernières décennies, alors que c'est aussi un thème fondateur de la SF. Jusqu'où l'homme continuera de jouer à Dieu. Je veux dire, mettez à la place d'un mammouth un humain. Vous trouvez ça bien, maintenant, de modifier son code génétique au point d'en faire une espèce différente qui ne serait même pas le résultat attendu?
Non, parce que je le répète, mais la deuxième méthode ne recréerait pas un mammouth. Ce serait une toute nouvelle espèce d'éléphant, modifiée pour ressembler à un mammouth de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'ADN, ce serait celui d'un éléphant, pas d'un mammouth. Et puis surtout, désolé de vous dire ça, mais merde, d'où on peut se donner le droit de faire ça? Comprendre comment recréer un mammouth, je suis pour. Comprendre les mécanismes qu'il faudrait mettre en œuvre, je trouve ça très bien, je trouve que c'est vraiment un truc excellent. Mais de là à sauter le pas et vraiment le faire, il y a une ligne rouge qui ne serait à dépasser qu'en cas d'extrême urgence. Du genre pour essayer de réparer nos conneries actuelles plutôt que de chercher à recréer le passé. Ouais, sauf que quitte à mettre beaucoup de fric, les investisseurs préfèrent que ça donne quelque chose. Donc tous tes jolis trucs, ils en ont légèrement absolument rien à foutre. Ouais, je sais, c'est bien dommage. Mais dites-vous que si on en recréait, il serait soit parqué dans des zoos et servirait plus d'objets pour des photos qu'autre chose, soit il serait foutu dans des réserves surprotégées et on aurait potentiellement le même genre de débordement qu'avec les éléphants aujourd'hui qui vont détruire les cultures environnantes qui bouffent leur territoire et que dans tous les cas, ce seraient des putains de sujets d'études sans fin. Au final, on aurait bien recréé des mammouths, oui, mais à quel prix? Putain, t'as le chic pour les fins qui foutent la loose. C'est tout moi, mais après les commentaires sont là pour en débattre. Je n'ai pas la science infuse, personne ne l'a. Mais pensez juste que les mammouths appartiennent avant tout au passé, avant d'être l'avenir. Mais bref, je rappelle que si la vidéo vous a plu, vous pouvez faire un ou plusieurs de ces machins si vous le voulez. Sur ce, c'était Moss, à la prochaine!